Et pour débuter cette journée, j'ai le plaisir d'accueillir en visio, vous l'avez vu tout à l'heure, Hervé Le Boulaert. Alors, dans le monde de la forêt, c'est une personnalité. Il a été il a- le patron pendant 4 décennies du Conservatoire national de la biodiversité forestière de Guéméné. Il a été chargé de mission de recherche pour l'ONF, divers instituts financiers. Il a aussi piloté le réseau forêt de France Nature Environnement. Autre temps, autre mœurs, il est aujourd'hui le conseiller scientifique de l'Institut de France pour la gestion de la forêt du château de Chantilly. Une forêt impressionnante, 6 300 hectares de chênes, de pins, de hêtres et de tilleuls. Alors, Hervé Le Boulaert, quel est pour vous l'état de la forêt française, notamment en métropole aujourd'hui? Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Bien, je voudrais d'abord, parce que c'est énorme ce que vous dites là, je voudrais d'abord saluer tous mes potes qui sont dans la salle et les journalistes que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et donc, pour pas faire un discours plan-plan d'introduction, eh bien, je vais exposer mon point de vue sur la situation du réchauffement climatique en essayant de tenir les 20 minutes et en ayant le report du retard de départ. Donc, plus 4 degrés, c'est quelque chose qui est unique par sa vitesse et par son ampleur. Si on regarde le temps, plus 4 degrés, ça s'est déjà produit à l'époque quaternaire, mais ça se produisait en 5 à 10 000 ans. Ensuite, les plus 4 degrés vers lesquels on va sont des températures qui se rajoutent à un optimum climatique. C'est pas le maximum. On a eu 2 degrés de plus, mais avec plus 4 degrés, on va se retrouver à des conditions de température qui n'ont jamais existé au cours du dernier quaternaire, donc au moins 1 million d'années, et 2 degrés plus chaud que le plus chaud des interglaciaires. Or, les forêts sont des écosystèmes construits à partir d'espèces d'arbres et d'un ensemble de biodiversité, et ils se sont construits au quaternaire, même si un certain nombre d'espèces étaient antérieures. Ils n'ont jamais eu à se confronter aux nouvelles conditions, et embêtement de plus, en Europe, du fait de la position des déserts tropicaux, on n'a pas, contrairement en Asie et en Amérique, des écosystèmes tropicaux secs ou humides qui fourniraient des espèces qui pourraient éventuellement migrer vers le nord ou qu'on pourrait aller chercher. Ces espèces existaient à l'ère tertiaire, elles ont disparu. Donc, on n'est pas bien dans notre isolement de presqu'île européenne. Ensuite, il y a un phénomène, et ce phénomène, on le découvre. La vitesse du changement crée des turbulences atmosphériques et marines à l'échelle planétaire. Bon, vous avez entendu parler des gouttes froides de ces 2 derniers printemps, mais également il y a des incertitudes sur l'évolution des courants marins. Et au bout du compte, ça crée des conditions climatiques chaotiques au pas de temps saisonnier. On peut avoir des écarts de température très importants, on peut avoir des sécheresses à Bordeaux avec 0 mm pendant 2 mois, et comme ça s'est produit cette semaine, avec 70 mm en 24 heures. Et la conséquence de cette situation, c'est que la modélisation du climat à l'échelle de la saison de végétation devient très compliquée et la modélisation de la réponse des espèces et des écosystèmes forestiers devient quasi impossible. Je pense que je peux être légitime pour mettre en garde contre les modèles, en particulier le modèle IKS Climessence, mais aussi le modèle Bioclimsol, qui sont construits sur des comportements à climat moyen. Et donc, cette quasi-impossibilité de modéliser de façon précise ou rigoureuse la réponse des espèces, eh bien, amène une nouvelle difficulté. Alors certes, avec le monde scientifique, on connaît de mieux en mieux les processus élémentaires, on connaît de mieux en mieux le fonctionnement génétique, fonctionnement physiologique, mais on a de plus en plus de mal à combiner ces phénomènes élémentaires du fait des interactions entre espèces et de l'impossibilité de prévoir des contextes climatiques annuels extrêmes, en particulier lorsque plusieurs années de suite se traduisent par le même contexte climatique. Je pense à la période
2022. À ça vient se rajouter la probabilité ou la possibilité qu'entre plus 2 et plus 4, il y a des seuils de rupture des écosystèmes qui peuvent amener à des collapsus. Donc, je vais maintenant parler de 4 exemples récents qui sont relativement limités en surface, mais qui sont assez symboliques de ce que j'appelle les ruptures. La première rupture, c'est la rupture liée au scolyte de l'épicéa. C'est un phénomène radical, on le connaît bien, c'est lié à la modification de la démographie d'un tout petit insecte qui est naturel, qui a sa place dans l'écosystème de l'épicéa et qui, du fait des températures qui augmentent, arrive à maintenant à passer à 2, 3 générations et à survivre à l'hiver. Ça a amené une destruction massive des plantations d'épicéas. Dans un premier temps, on a pensé et on a dit que c'était la conséquence des systèmes monospécifiques descendus de leur aire naturelle, mais on voit maintenant que on est dans une atteinte de toute l'air naturel. La deuxième rupture, ce sont les méga-feux de Gironde. Les méga-feux de Gironde en 2022 étaient éventuellement prévisibles, mais ce qui s'est produit a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer en dépit des moyens énormes dont on dispose actuellement. Je vous rappelle, 35 000 hectares de forêts brûlées, 55 000 personnes évacuées, une mobilisation massive des moyens de pompiers, des dizaines de camions brûlés, et une leçon dont on peut en tirer, c'est que tous les systèmes de gestion de la forêt landaise ont été impactés et le feu n'a pas fait le détail. Il a brûlé autant la forêt semi-naturelle de la Teste que les plantations industrielles ou en sylviculture intensive que la forêt en Prosilva. Donc, il y en a eu pour tout le monde. Troisième rupture, le dépérissement des chênaies plaines. Ces chênaies plaines, celles qui sont sur les sols les plus sableux ou les plus secs sont en train de dépérir, alors que c'est un modèle qui est quasi millénaire de taillis sous futaie et de futaie régulière de chêne, espèce autochtone, renouvelée naturellement. Le quatrième, et je dirais pour moi le quatrième, c'est sans doute celui qui a le plus choqué le monde forestier, c'est les annonces l'année dernière des dépérissements des futaies jardinées du Haut-Jura, alors dépérissements qui ne sont pas généralisés, mais qui étaient présentés comme un modèle de complexité, d'âge, d'essence et de structure, et qui servait en quelque sorte d'idéal pour une sylviculture proche de la nature. Conclusion, le changement climatique percute et renverse les critères classiques de la stabilité et au-delà de la résilience des écosystèmes forestiers en les plaçant au-delà des l'équilibre climatique de stabilité. Quand on regarde un peu le passé, et je sais que je vois que Sylvain Angeran est là, les discours qui ont pu être tenus, que j'ai pu tenir à FNE, étaient des discours qui disaient, lorsqu'on a des sylvicultures proches de la nature, mélangées avec des structures variées, on a une espèce d'assurance, de tolérance au changement climatique et de résilience. Alors certes, on peut constater que les dégâts arrivent moins vite sur les forêts qui sont, selon des modèles réputés plus résilients, plus proches de la nature, mais il n'empêche que ce n'est pas une garantie de stabilité. Il y a juste un peu de retard. Bon, maintenant, je suis désolé, je vais vite. Conséquences pour le monde forestier. Je pense que le mode d'organisation de la gestion forestière était globalement durable depuis 200 ans, depuis la mise en place au début du 19e siècle d'un contexte de pensée forestière avec l'école de Nancy, un contexte de manière de gérer la forêt avec les forestiers publics et un système d'organisation. Euh, on avait un maintien et un développement du couvert forestier et du stock de bois. On avait des systèmes écosystémiques, biodiversité, carbone, eau, euh, relativement efficients et certainement beaucoup plus efficients que les systèmes urbains ou que les systèmes agricoles.
et on avait une reconnaissance sociétale positive, hormis quelques sujets de crispation réelle, le dernier, le sujet des coupes rases, mais je considère, et là encore, je ne serai pas là pour que vous me disiez que vous n'êtes pas d'accord, certains, je trouve qu'ils sont secondaires au regard d'autres sujets clivants dans la société. Je prends un exemple, hein, je n'irai pas plus loin. Vous connaissez le contexte politique actuel, le sujet de la forêt et des coupes rases, quand les sujets deviennent tendus, n'apparaissent pas au premier plan des débats. Les problèmes, il y a des problèmes de non-gestion en forêt privée, des problèmes qu'on peut considérer de récolte insuffisante ou de pas suffisamment d'espace en protection, mais c'était des problèmes récurrents et évoluant peu. On peut constater que depuis 40 ans, on a toujours à peu près les mêmes constats, les mêmes avis, les mêmes propositions qui ne se réalisent jamais et la situation ne change pas beaucoup. Le changement climatique est en train de renverser la table, mais vraiment de remettre en cause de façon radicale ce qui était une espèce de long fleuve tranquille et parfois plan-plan de la forêt depuis 200 ans. L'exemple le plus criant, et je pense qu'il se suffit à lui-même, alors que les surfaces forestières continuent à augmenter et que les récoltes de bois n'ont bougé qu'à la marge, c'est l'effondrement du puits de carbone. L'effondrement du puits de carbone synthétise à lui seul les impacts du changement climatique sur la forêt et on n'est qu'à plus 2 degrés, c'est-à-dire qu'on va rentrer maintenant dans le dur pour aller à plus 4. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme perspective? Et je terminerai là-dessus. Je considère que le réchauffement à plus 4 en France est dans la seringue. Faut voir à la vitesse à laquelle cet phénomène plus 4 s'est produit. Il y a 2 ans, nous avions à Chantilly le deuxième colloque sur l'état de la forêt et des travaux. Et on discutait avec un certain nombre de scientifiques, je pense à Myriam Fournier, je pense à Myriam Leguet, je pense à Christophe Plomion, venait de sortir l'article sur la perspective plus 4. Certains, je pense que c'était Myriam, disaient non, il faut attendre, il faut être plus ou moins plus certain de ça avant d'en parler. Et le contact qu'on avait eu à l'époque avec le ministre de l'Environnement, il disait, je sais, certains disent qu'il ne faut pas parler de plus 4, mais il faut mettre un choc, il faut en parler. Donc, euh, le plus 4, c'est un phénomène très récent dans la prise en compte. Le scénario le plus probable, pour moi, du fait que les émissions mondiales de gaz à effet de serre ne sont pas parties sur un schéma de réduction et qu'il y a un effet retard, c'est qu'on va aller vers le plus 4 à partir de 2050 et qu'on va avoir de plus en plus de phénomènes de type des cas de rupture dont je vous ai parlé, qui peuvent entraîner une coalescence progressive de situations de crise régionale et par essence, et qui se transformerait en une espèce de crise continue de la gestion forestière. Ce qui amènerait à un passage d'une situation de marché grossièrement d'équilibre, ajustement, offre et demande en bois dans un système économique qui est piloté par le bois, à un contexte d'afflux continu et par définition non organisé des bois de crise. Le gouvernement a pris et la filière ont pris en compte ce risque ou les conséquences de cet effet bois de crise. En parallèle, il faut craindre une augmentation des crises climatiques non forestières dans la société qui risque d'entraîner un désintérêt des pouvoirs publics et des réallocations de moyens. À chaque fois que dans nos sociétés on a eu des crises, et en particulier des guerres, on a constaté que l'intérêt pour la forêt baissait, les moyens pour la forêt baissaient et qu'on avait même des augmentations de la dégradation de la forêt dans lequel on venait piocher sans vergogne. Alors comment réagir? Comment réagir? Et là, je dirais, je vais m'adresser directement aux forestiers qui sont présents. Je mets tout le monde présent dans les forestiers, hein, y compris les structures comme Canopée qui sont critiques. Euh, et que la question qui se pose, c'est quel modèle de sylviculture
euh, vers quel modèle de sylviculture on va. C'est des sujets classiques de prospective. Est-ce qu'on va avoir un modèle général appliqué à l'ensemble du territoire ou est-ce qu'on va avoir une partition en zone de production, disons 2 millions à 3 millions d'hectares qui sont dédiés à la production forestière dans les terrains qui s'y prêtent, à la production de bois, des espaces en abandon pur et simple. Je rappelle qu'aujourd'hui, 40% de la surface forestière, en particulier les boisements récents, sont peu ou pas gérés selon l'IGN. Je pourrais être plus précis, enfin, Colin qui est là pourra être plus précis. Et est-ce qu'on va avoir des espaces où les services écosystémiques pilotés, c'est-à-dire la fixation de carbone, la protection des sols, la protection de l'eau, les paysages et de la biodiversité deviendraient le principe de gestion dominant. Et pour moi, les 25 ans qui viennent, on est en 2025, vers 2050, vont être décisifs. Elles vont fixer le paysage de la gestion forestière jusqu'à la fin du siècle. Je pense qu'à partir de 2050, il sera trop tard pour changer quoi que ce soit. Et dans une perspective d'une stabilisation climatique espérée entre 3 et 4 degrés. Parce qu'il est sûr que si on n'arrête pas les conneries d'émissions de gaz à effet de serre, on n'est pas sur du 4. En Europe, on va vers du 6. Et là, je ne sais plus ce qui peut se passer. En quelque sorte, on prépare la forêt de la seconde moitié du siècle dans les 25 ans qui viennent, et ensuite, on sera au cœur de la tempête, et je pense que ce sera difficile et beaucoup trop tard pour agir. À l'évidence, il va falloir faire avec les moyens humains du bord. Et les moyens humains du bord, eh bien, j'ai regardé qui était présent dans le colloque. Ils sont tous là. Ce sont des gens de grande qualité, mais quand même, bibou tabou, ça ne fait pas 2 douzaines de personnes et de structures, c'est-à-dire que ça ne fait pas beaucoup. Pourquoi le faire avec les moyens du bord? Parce qu'il est absolument impossible maintenant, en l'espace de quelques années, je dirais de quelques mois, de réinventer de nouveaux acteurs. Et d'autre part, parce que ces acteurs ont déjà une expérience du changement climatique, c'est-à-dire depuis un quart du siècle. Et je pense que, vu la complexité de la situation et le caractère chaotique, il va falloir partir des territoires, beaucoup plus que de partir d'une vision centrale produite à Bruxelles ou à Paris et descendant vers les territoires. Le caractère chaotique fait que je vois mal comment, de Paris, en négociant ou en produisant des normes, on pourrait répondre à ce qui s'est passé dans les 4 crises dont je vous ai parlé et comment ça se passera dans le futur. Donc, quand on regarde ce qu'il en est, eh bien, ces structures, ces hommes sont dans des structures, et je pense qu'elles sont présentes. Il y a l'ONF, il y a les COP, et au-delà la forêt privée, il y a les communes forestières, sachant que immédiatement on va se poser des questions d'équilibre économique. Honnêtement, je vois mal l'avenir économique de l'ONF alors que ses 2 ressources principales, les résinus de montagne et les chênes de plaine, sont actuellement fortement handicapés ou challengés. Et pour terminer, je dirais qu'il y a un risque. Et le risque, c'est que les troupes, et je les ai devant moi et je suis en face de vous, pensent les 25 ans qui viennent comme le prolongement des 25 ans passés. Le premier quart de siècle a été celui de la prise de conscience des risques et des enjeux. J'ai souvenir que lorsque Bernard Gamblin m'a fait venir à l'ONF, à la direction scientifique, bon, il me dit, écoute, tu as des idées, ça pourra toujours servir pour 2070. Les réflexions que l'on a eues, et je pense que c'était aussi des réflexions qui étaient celles, je crois que Christine Deleuze est là, mais d'autres, on pensait pour le futur, on verra en 2050, ça n'inquiétait pas trop les gens. Là, on est dedans. Donc, ça a été un premier gros choc d'intégrer les, le passage à +2 et les premiers effets. Mais maintenant, on est dans un modèle à +4 et on change, je pense, radicalement de monde. Je pense que le mot de adaptation n'est plus adapté.
et qu'il s'agit maintenant de se métamorphoser en autre chose à partir de ce que nous sommes et de la forêt que nous avons. Je pense quand je parle de métamorphose, c'est bien la métamorphose chez les insectes. On change complètement de ce que l'on est, mais on fait avec ce qui existe. Et je vais conclure là-dessus, je vais vous remercier et je vous invite déjà le 20 et le 21 mars 2025 à un événement de type colloque qui se déroulera pendant 2 jours et qui se déroulera à l'Institut de France, au Quai Conti, et qui sera consacré au même sujet. Voilà, merci. Je ne sais pas s'il y a des questions ou bien si vous me libérez. Alors, y a-t-il rapidement des questions dans la salle ou des remarques? Excuse-moi, j'ai une chose aussi, oui. J'ai un bouquin au feu à 3,99 € chez Gallimard dans la collection Tract, où euh, je déploierai tout ça. J'espère que ça sortira à l'automne. Voilà. Le message est bien passé. Merci Hervé Le Boulaire et à très bientôt, probablement au colloque au Quai Conti. Nous aurons juste la Seine à traverser. Voilà, merci, au revoir. Désolé si je vous ai fait prendre encore un peu plus de retard. Au revoir. Au revoir, merci, bonne journée à vous.